vraisemblablement, la qualité n'est pas une notion qui se saisit de manière unilatérale, mais que vraisemblablement la qualité est un construit collectif et que la qualité est le produit du point de vue de l'usager, le produit du point de vue des professionnels, le produit du point de vue des organisations. Et tout à l'heure, on avait une question qui montrait aussi que la qualité était vraisemblablement aussi produit du point de vue de la politique. C'est-à-dire que les politiques d'aide à domicile sont aussi contribuent à la qualité. Ma fille était autrefois à la SAD et elle s'arrachait les cheveux, elle faisait des plans de travail, elle s'arrachait les cheveux, je me souviens, parce qu'elle me disait, elles sont toutes malades entre Noël et le Nouvel An. Et il y a des fois qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se passer de quelqu'un. Il fallait absolument qu'elles trouvent. Voilà. Bon. Alors moi, elles sont jamais personne n'a manqué, tout le monde arrive à l'heure. On est un peu amis, comme vous aviez dit tout à l'heure, il y a des relations. Elles ont eu le droit à des petits chocolats à Noël. Le sapin, le Père Noël apporte des choses. Pourquoi qu'il n'apporterait pas à ces personnes-là? Je les faisais venir au début tous les jours. Et puis j'ai trouvé que ça me coûtait bien cher. Alors j'ai demandé qu'elles viennent un jour sur deux. Elles viennent le lundi, le mercredi et le vendredi. Et j'assure les autres jours. Elles ne font jamais de ménage, jamais de courses. C'est les autres personnes qui viennent, qui s'en occupent. Nous avons des relations amicales. Ce qui fait la qualité, finalement, c'est leur savoir-être. Exactement. Elles sont bien. Il faut dire qu'elles sont proches de la retraite, celles que j'ai. C'est-à-dire dans 2-3 ans. C'est-à-dire que ça fait très longtemps qu'elles font ce métier-là. Elles ont l'habitude et savent ce qu'il faut faire. Elles savent à quoi elles ont droit. Par exemple, mon mari est diabétique, elle n'a pas le droit de toucher aux ongles de ses pieds. Il me l'a carrément dit. Parce que c'est défendu. Mais autrement, elles font bien leur métier, je trouve. Chacune a ses habitudes. C'est très curieux. Il n'y en a pas une qui dispose de serviettes pareilles, qui prennent... elles font pas pareil, mais la fin, c'est que la toilette de mon mari soit faite. Voilà. Leur expertise fait que techniquement ça se passe bien, et en plus ça se passe bien humainement. C'est-à-dire qu'il y a une relation de Les prix sont à peu près égaux entre le prix de la SAD, qui comprend les vacances, les contributions sociales, tout, et le privé. Le privé, c'est je paie moi-même les aides que j'ai, et je paye l'URSSAF. Ouais. Et l'un de l'autre, il n'y a pas beaucoup de différence. Elle est rémunérée pour rendre service à qui? À mon mari. Oui, elle me rend service. Elle me rend service dans la mesure où je suis plus libre, puisqu'il y a quelqu'un pour le garder. Simplement, je pense qu'en tant qu'aidant familial, là, on ne l'a pas tellement traité sur ces ateliers, mais c'est vrai que vous avez une fonction de contrôle qui est extrêmement importante. En réalité, vous êtes un tiers. C'est-à-dire que les pactes implicites, du coup, changent de nature. Oui. Vous voyez, c'est pas du même registre, je dirais. Le contrat que vous passez avec elle, qu'il soit un contrat moral, sur les interventions, en réalité, n'est pas du tout de même nature que quand c'est le bénéficiaire direct qui, lui, est dans une situation... évidemment, lui, de dépendance et qui, lui, ne peut pas être le tiers de la relation, quoi. Donc, on change un peu Et lorsqu'on parle de la qualité au domicile, très souvent, on pense principalement à la qualité de la prestation. Et donc, c'est important de revenir sur ce point parce que la perception qu'en ont les bénéficiaires et les auxiliaires de vue, on l'a vu aussi, pouvait être très variable. Et ce qu'a montré donc la recherche sur la mesure de la qualité, c'est aussi que le rapport à la qualité s'inscrit toujours du côté des bénéficiaires dans un registre existentiel. Et du côté des professionnels, il est toujours mis en corrélation avec la pénibilité du travail.
Il se peut que les auxiliaires de vie aient du mal à faire face aux demandes auxquelles ils ont répondu initialement pour faire plaisir, mais qui au fil du temps sont considérées comme étant exigibles. Et dans ce cas, évidemment, les bénéficiaires n'imaginent plus que les personnes puissent y déroger. Le statut qu'a l'auxiliaire de vie, s'il est mandataire, prestataire ou en emploi direct, est important. Par exemple, lorsque les auxiliaires de vie interviennent en tant que prestataires, ils peuvent, en cas de conflit, donc solliciter les responsables de secteur pour arbitrer le conflit et l'apaiser. Pour contrôler l'instabilité de la relation et tisser une relation de confiance, les bénéficiaires et les professionnels vont rentrer dans un rapport de négociation qui est permanent et qui est aussi renouvelé. Et pour comprendre la dynamique relationnelle, il y a 3 éléments qu'il faut prendre en compte. Le premier, c'est la permanence du lien. L'auxiliaire de vie accompagne les personnes au quotidien et la durée d'accompagnement peut être extrêmement importante, ce qui fait de l'auxiliaire de vie la personne fréquemment la plus présente auprès du bénéficiaire. Deuxième point, l'élément corrélatif de lien de familiarité, voire d'attachement, et plus l'auxiliaire de vie est présent au domicile, plus les probabilités d'établissement de liens familiaux et voire de liens familiers et voire des liens affectifs est forte. Troisième point, la volonté de part et d'autre de voir les besoins et les désirs converger. Alors, si l'accompagnement qu'attend le bénéficiaire, évidemment, est plutôt orienté vers les besoins fondamentaux, manger, se laver, s'habiller, se déplacer, ces besoins sont toujours couplés avec des désirs qui sont singuliers. Et le bénéficiaire attend, bien sûr, a besoin qu'on le lave, mais il préfère qu'on utilise tel gant de toilette, tel produit. Il a besoin qu'on l'aide à manger, mais il désire tel aliment. Pareil pour l'habillage, il va avoir des préférences pour telle matière ou telle couleur. Et donc, ces 3 éléments sont importants parce qu'ils se combinent ensemble et que finalement, les auxiliaires de vie, étant confrontés aux besoins des usagers, se retrouvent aussi confrontés à leurs désirs. Et les bénéficiaires, bien sûr, de manière légitime, attendent que leurs attentes soient aussi reconnues. Dans la mesure où finalement, ce qu'on observe, c'est que le strict respect du contrat peut être source de conflit et peut être source de non-qualité. Et ce que les entretiens réalisés dans le cadre de la recherche montrent, c'est que pour nouer finalement une relation de confiance et pour trouver un juste équilibre dans la relation, les auxiliaires de vie comme les bénéficiaires sont obligés de rogner en réalité sur les normes réglementaires qui rigidifient et qui peuvent terriblement rigidifier les modalités d'accompagnement. Et donc, les uns et les autres vont être amenés à négocier la relation, c'est-à-dire à trouver une norme d'intervention satisfaisante pour les 2 parties. La qualité au domicile, elle dépend d'un certain nombre de variables auxquelles il faut porter attention dans la mesure où ce sont sur ces variables que les professionnels et les usagers vont s'appuyer pour symétriser ou resymétriser la relation et pour créer finalement les conditions d'un accompagnement dit de qualité. Il y a un inconvénient, je pense à mon frère qui a 97 ans maintenant et qui avait des aides de la SAD. Eh bien, on lui changeait souvent de partenaire. Tandis que moi, on n'en change pas. C'est très rare, sauf pendant les vacances. Parce que vous avez la possibilité de vous exprimer encore et de dire ce que vous voulez. Lorsque l'on a encore la possibilité de s'exprimer correctement, de gérer le quotidien et de pouvoir dire stop, 3 personnes, ça me suffit. Mais vous avez d'autres personnes justement qui ont des difficultés, qui ne peuvent plus téléphoner ou autre aux responsables. Alors on leur envoie la personne qui est disponible ce jour-là et ainsi de suite. Et ce sont des plannings et vous avez X intervenants. J'ai une amie, une petite voisine qui a 87 ans et qui un samedi matin m'a appelé, parce que bon, on a des relations très proches, et elle avait un jeune intervenant qui venait pour sa toilette.
une vingtaine d'années, et elle avait vu dans la semaine déjà 6 personnes différentes. Donc là, non, elle dit, c'est plus possible. Elle dit, c'est de l'exhibition. Elle dit, voilà. Elle le ressent, elle, comme de la maltraitance arrivée à ce stade. Là, ça ne faut pas l'oublier. Et même au niveau des personnes qui interviennent, justement, les intervenants qui interviennent chez moi, me disent la même chose. Ils disent, on a des personnes, lorsqu'on intervient, encore une autre personne. C'est jamais la même, souvent. Et ça, c'est un point très difficile. Moi, personnellement, j'ai un lien, je ne vais pas dire, oui, amical. Il y a une barrière qui s'est faite entre les intervenantes et moi-même naturellement. On a des relations amicales, ça se déroule bien. Je n'ai pas de problème de ce côté-là, mais il est vrai que cette incursion dans mon domicile où j'étais habitué à tout faire, à tout gérer, et du jour au lendemain, la moindre chose, se laver les pieds quand on... Voilà. Qu'est-ce que je vais vous dire, même la vaisselle ou des choses comme ça, on n'apprécie pas spécialement, voilà, que ça soit fait par quelqu'un. Si ce sont toujours les mêmes personnes, on prend certaines habitudes, elles savent ce que l'on utilise comme produit ou autre, bon, il n'y a pas de problème. Mais il est vrai qu'il m'est arrivé, si ce sont des personnes qui sont absentes pour des cas de maladie ou vous avez une autre personne qui va intervenir, elle va vous demander ce qu'elle doit faire, ça naturellement, mais où était le produit, où était les choses. Alors quand vous êtes fatigué, que vous êtes... vous savez, le matin, je ne suis pas très réceptif, au moins pendant 2 heures, vous êtes sous morphinique, enfin vous êtes un peu... J'ai fumé mon pétard le matin, souvent, à lever du lit, il ne faut pas trop m'en demander. Donc c'est une fatigue. Pour moi, là, ça devient une fatigue. Au lieu d'être justement un apport bénéfique, c'est presque l'inverse. Non, mais c'est sûr qu'on n'aime pas changer. On s'habitue à un visage, on s'habitue à quelqu'un. Surtout, par exemple, pour les toilettes. Oui. Moi, je sais que si j'ai 6 personnes par semaine, je vais prendre le téléphone et donc la responsable de l'association va m'entendre parler. Je râle rarement, une fois par an, mais pour des choses comme ça, oui, parce que c'est... Honnêtement, pour moi, c'est vraiment... je pense qu'au niveau des associations, ça serait vraiment nécessaire d'en prendre réellement compte. Je sais qu'on en parle, et que dans 2 ans, ce sera le même problème. Mais pour les personnes d'un certain âge, même si elles n'ont plus toute leur lucidité, ce ne sont pas des mannequins, ce ne sont pas des objets, ce ne sont pas des assiettes sans va laver, ce sont des personnes, ce sont des toilettes intimes. C'est loin d'être évident. Même aussi la formation des auxiliaires. Lorsqu'elles arrivent chez une personne et qu'elle a un nouveau lève malade, par exemple, il y en a qui sont très techniques, qui sont très différents les uns des autres. Vous avez des auxiliaires qui ne sont pas formés pour ça, mais pas du tout. Et ça ne doit pas toujours être évident pour elles non plus. Et ce n'est pas évident pour le patient, surtout s'il ne peut pas du tout s'exprimer et dire ce qu'il est nécessaire de faire. Avec Sabine, on a eu la chance, nous, de faire des travaux sur le thème des personnes multi-handicapées, voire polyhandicapées. Et là, on a des exemples extrêmement criants sur la difficulté de la symétrisation des bases. Et la symétrisation des bases vient par les aidants, bien souvent, où effectivement, c'est eux qui deviennent les porte-parole de ceux qui n'ont pas la parole. Et vous avez raison de dire que pour ceux qui n'ont plus d'aidants qui peuvent porter leur propre parole, alors ils sont là exposés à la symétrie, mais permanente en quelque sorte, dans la mesure où il n'y a pas de contre-pouvoir en quelque sorte, la possibilité de s'exprimer en son propre nom, voire même d'ailleurs de donner à autrui la possibilité de s'exprimer en son nom. On parle de la qualité, comme si tout se passait en permanence dans une relation de face à face entre un professionnel déterminé et un bénéficiaire déterminé. Or, la réalité des choses, la plupart du temps, c'est pas ça. Vous l'avez un petit peu souligné, mais je ne suis pas sûr que vos 2 exemples soient très significatifs de ce qui se passe dans la réalité. Je vais vous dire pourquoi. Parce que vous avez bien... D'abord, il me semble que chaque fois que vous parlez de la toilette, vous parlez d'aide-soignante, donc des relations avec un SIAD, généralement, qui fonctionne d'une façon très claire, très précise, etc. Quand il s'agit du service d'aide à domicile, les choses deviennent nettement plus compliquées. Dans votre cas, madame, vous, si j'ai bien compris, vous êtes dans le cadre du gré à gré, en quelque sorte. Oui. C'est ça. Bon, et là, vous avez su négocier, vous, monsieur, et vous avez bien négocié certainement, avec le service d'aide à domicile pour avoir 2 intervenants. Quand moi, j'ai été, comme en qualité d'aidant,
ma belle-mère, elle avait jusqu'à 12 personnes qui passaient dans le mois. C'était ça la réalité pour un même service. Et quand j'ai été président ensuite d'une structure d'aide à domicile, j'ai insisté en disant attention, etc. Or, il s'avère que mathématiquement, imaginez de n'avoir qu'une aide à domicile ou en avoir 2 à la limite sur un mois, c'est quasiment mission impossible. C'est même, je pense que tous les responsables autour de moi vous le diront. Et pourquoi c'est impossible ? C'est impossible parce que d'abord, il y a une quotité du temps de travail. On essaye quand même de faire en sorte que les gens puissent avoir aussi des emplois qui soient le plus près possible du temps complet. Ça, c'est un point. Mais surtout, le Code du travail qui vous met des contraintes énormes qui font que vous ne pouvez pas enchaîner aussi facilement que vous souhaiteriez les interventions. C'est quand même pas les bénéficiaires qui doivent justement supporter ces contraintes-là, en fait. S'il y a vraiment un problème entre le Code du travail, les associations et autres, c'est aux associations à ce moment-là de se battre. Ah bah, on pourrait dire que c'est aussi aux bénéficiaires de faire du lobbying qui va dans ce sens-là, bien sûr. Oui, le travail de l'organisation est encore moins visible pour l'usager lorsque, effectivement, l'organisation fait correctement son travail. C'est-à-dire qu'on pourrait dire que plus une organisation fonctionne bien et fait correctement son travail, et plus la qualité de son travail est invisible parce qu'elle est comprise comme étant une relation naturalisée au domicile. Quand le travail est bien fait. C'est une des raisons pour lesquelles on a beaucoup de mal à parler de la qualité et qu'on